Si déjà on applique l'indemnisation des victimes de proxénétisme, qui n'est presque pas appliquée dans les États membres de l'Union européenne, alors déjà les personnes peuvent être indemnisées du préjudice moral, physique, en justice qu'elles ont subi. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important pour nous, justement, l'abolition, c'est quoi? C'est pas la finalité, c'est le point de départ. Mais une fois qu'on se sera mis d'accord sur le fait que c'est une violence, alors oui, peut-être il y aura une volonté politique d'offrir des alternatives. À l'inverse, tant qu'on n'est pas clair, est-ce que c'est une violence, est-ce que c'est pas une violence? Est-ce que c'est un métier ou est-ce que ce n'est pas un métier? On ne peut pas imaginer qu'il y ait une volonté politique et encore moins des budgets pour aider vraiment ces femmes à s'en sortir. C'est-à-dire, pour nous, c'est un package et c'est ce qu'on a mis dans cet appel qui est signé par les 200 associations. On ne peut pas pénaliser, par exemple, les clients si, en même temps, on n'est pas capable de supprimer la répression à l'encontre des personnes prostituées, d'offrir de véritables alternatives et de démarrer une politique de prévention. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'une seule mesure, c'est un ensemble. Mais cet ensemble, il n'est possible justement qu'à partir du moment où on trouve un nouveau consensus pour dire ce n'est plus acceptable et voilà où se situent les responsabilités. Mais c'est sûr que pour les associations, aujourd'hui, nous sommes un petit peu tout seuls et avec très peu de moyens pour soutenir des personnes qui effectivement vivent avec 400 ou 500 euros par mois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si en plus l'État n'est même pas d'accord ou les États ne sont pas d'accord pour dire que ces personnes vivent dans une précarité extrême et qu'il faut trouver des moyens pour les soutenir?